Hello, bienvenue dans ce nouveau carnet de lecture. Oh, l'intro naze. Hello. Bienvenue dans ce nouveau carnet de lecture qui s'ouvre en ce lundi, je ne sais pas quoi, 22, 23, je ne sais pas quel jour on est, 2 mai. Je pense que ce carnet de lecture va durer jusqu'à la fin du mois de mai. Voilà, donc c'est ça que je voudrais faire parce que je pense pas lire énormément non plus en cette fin de mois, sur ces quasiment moins de 10 jours. Ça me semble un peu compliqué de lire beaucoup, donc je pense que j'aurais lu peut-être 3 romans, et encore, même si j'en ai lu que 2, c'est pas grave. En tout cas, il se terminera et on ouvrira un nouveau carnet de lecture avec les premières lectures de l'été. Trop cool. J'ai peur, en fait, j'entends des bruits. Il y a des bruits dehors, le Velux est ouvert et j'entends des bruits. J'ai pas envie de me faire agresser par un nouveau frelon. J'ai fait ça dans une vidéo, je sais pas si j'ai mis le rush, mais voilà. Ce matin, je me suis occupée d'organiser des lectures communes. J'ai pas pu prendre toutes les lectures communes qu'on m'a proposées parce que ça faisait trop de lectures communes pour moi. Et c'est vrai que c'est bien de compartimenter enfin de découper les livres. Mais c'est vrai que j'aime bien de temps en temps ne pas forcément avoir 10 000 lectures communes en cours parce que sinon je me perds et j'apprécie moins mes livres. Donc j'ai décidé de me caler sur 3, 4, 5, 6, 7 livres sur 3 mois. Et donc pour le mois de juin, je vais vous présenter lesquels, comme ça si ça vous intéresse de nous rejoindre, vous pouvez. Les fils de discussion pour ces livres-là de juin sont ouverts sur le Discord. Celui-ci, Le Gang des rêves de Luca Di Fluvio, que l'on va lire du 1er au 24 juin, si je ne dis pas de bêtises. J'ai tellement hâte. J'avais dit que j'allais alterner entre l'audio et le livre, et finalement en le feuilletant, je me suis dit que ça serait tellement bien de le lire, quoi. Vraiment d'aller dans le livre, et en plus je suis pas sûre de réussir à naviguer de l'un à l'autre, et j'avais en fait vraiment envie de le lire tout simplement. Et l'expérience pour moi audio est vraiment différente, et j'ai tendance en fait à prendre en livre audio des livres où je ne sais pas si ça va me plaire, mais là je pressens que ça peut me plaire, donc j'ai pas envie de le gâcher entre guillemets en lecture audio. Enfin, ça c'est mon ressenti hein, pour moi. Chacun fait comme il veut. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah je sais plus. Bah c'est pas grave. Donc on le commence le 1er. Si vous voulez nous rejoindre, c'est bientôt. Donc n'hésitez pas. Quand cette vidéo sera sortie, ça aura déjà commencé. Mais en fait, vous pouvez nous rejoindre. C'est pas un problème. Je vais peut-être faire un petit post Instagram pour dire quelles sont les lectures communes de juin qui vont arriver là, histoire que si ça intéresse quelqu'un, vous puissiez nous rejoindre. J'ai aussi mis Nous rêvions juste de liberté de Henri Lovenbruck, qu'on va lire genre le lundi, le premier lundi de juin, sur 3 semaines, puisqu'en fait il y a 3 carnets dedans, donc ça fait à peu près 180 pages par semaine, sur 3 semaines en juin. Voilà. Et pour celui-ci, je pense qu'on n'est pas nombreuses, je crois qu'il y a une personne qui m'a contactée sur YouTube ici, donc j'espère qu'elle est sur Discord. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à nous rejoindre, mais si d'autres personnes veulent se joindre à nous pour lire Une année en Provence de Peter Mayle, ce sera avec plaisir. Donc en fait, celui-ci on va le lire sur 12 jours, puisqu'il se découpe en mois de l'année, dans les 12 mois de l'année, et donc un chapitre égale 1 mois. Donc sur 12 jours, ce sera parfait. Je crois que je l'ai mis vers fin juin. Ça peut vraiment être sympa. Je pense qu'il est bien noté. Donc si vous l'avez dans votre bibliothèque ou que vous voulez l'emprunter, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je pense que ça va être vraiment agréable à lire. Et puis le découpage va vraiment être bien. Juillet, Les Aventuriers de la mer, l'intégrale numéro 2. Et 100 ans de solitude de Gabriel García Márquez. Je peux déjà vous dire que celui-ci, on va le lire tout au long du mois de juillet, parce qu'il fait à peu près 38 chapitres, et donc ça sera 1 ou 2 chapitres par jour, tout simplement. Et celui-ci, on va lire sur 3 semaines, parce qu'il se découpe, je crois qu'il se découpe en 3 livres. Non, c'est pas vrai. Je me suis dit qu'on allait le lire en 3 semaines et que ça ferait à peu près 150 pages par semaine. Il ne se découpe pas en 3 livres. Et pour le mois d'août, Les marins ne savent pas nager et Le hussard sur le toit. Je viens d'acheter sur Vinted. Alors j'espère que la personne est bien connectée à son Vinted et qu'elle va me l'envoyer. Je l'ai pris dans une belle collection en grand format parce que le mien, il est
pas très beau. Il me donne moyennement envie de le lire. Mais voilà, j'ai très hâte, ça sera pour août. Glong, en plus si je le malmène, c'est pas cool. Et là, celui-ci, il y a plusieurs livres aussi dedans. Donc je me suis dit, il y en a 2, 3, 4, il y a 5 livres. Je pense que ce serait pas mal de le lire sur tout le mois, quoi. Un livre par semaine. Le dernier est un petit peu plus court, donc sur les derniers jours d'août, ça peut être possible de le lire. Voilà, j'ai très hâte de lire tout ça me plaît beaucoup. Donc voilà pour les annonces des lectures communes dans le cadre du feuilleton de l'été. Il y en avait d'autres mais j'ai pas pu tout mettre et c'est pas grave, c'est déjà bien. Il y a d'autres lectures communes qui s'organisent aussi. Je pense à Novecento qui va s'ouvrir, peut-être Kafka sur le rivage aussi. Donc tout ça en fait va être accueilli sur le Discord. Et si vous avez des lectures communes à proposer également, j'ai ouvert un fil de discussion sur le Discord avec les propositions, organisation des lectures communes dans le fil, dans la catégorie feuilleton de l'été. Voilà, donc c'était une grosse introduction, on est d'accord. Alors moi qu'est-ce que je vais lire sur ces derniers jours ? Sur ces derniers jours, déjà, j'ai commencé dans le cadre du feuilleton du week-end Le Fils de l'eau, que je devrais pouvoir lire assez rapidement et qui me plaît bien. J'en suis à la moitié. Cette lumière, j'en suis à la moitié. Et donc ça, c'est ce que je vais lire, c'est sûr. Je me suis rendu compte aussi que j'avais commencé La femme du boucher et que j'ai complètement mis de côté. Alors que j'ai envie de le lire. C'est pareil, il est assez court, donc je vais essayer de le lire aussi. Je suis en train de lire un manga, c'est White Blood, un manga coréen. C'est White Blood, je vous ai pas dit aussi, Le Fils de l'eau, c'est un auteur coréen. Et Lee Hang, elle est taïwanaise, si je dis pas de bêtises. Et donc, ça c'est ce que je vais lire. J'aimerais bien aussi pouvoir lire Vita Nostra. Et j'aimerais bien finaliser aussi mes en BD, et j'ai 2 BD à trouver. Pour pouvoir le faire, donc je vais aller chercher ça. Il me manque une BD avec la conjonction de coordination et une BD sortie en 2023. Je crois que c'est tout ce qui me manque, donc je vais aller regarder avec vous. Je vais retourner la caméra, on va chercher ensemble. Alors ça, c'est potentiellement ce que je pourrais lire. Voyons voir s'il y a un « et ». Celui-là, je me demande s'il n'est pas sorti cette année, celui-là. Alors attendez que je vérifie. Ça doit être écrit à la fin. Oui, bah, ça sera celui-là pour 2023. En plus, c'est parfait pour le mois de la fantaisie. Celui-ci aussi est sorti en 2023. Celui-là ou celui-là. Il me faut un « et », les gars, il me faut un « et ». Il n'y a pas de « et ». J'ai pas de « et ». J'ai un « e ». Non, j'ai pas de « e ». Sinon, j'avais ça, mais il n'y a pas de « et ». Au rayon BD de ce que je pourrais lire, je fais le tour, hein. Batman, donc ça, il n'y a pas. Ça, c'est Walking Dead. Carnet d'apothicaire. Open bar. J'ai pas. Alors voyons voir un petit peu dans ce que j'ai là, parce que ce serait bien. Est-ce que j'ai des choses? Je vais chercher, je regarde. Mauvaise nouvelle, j'ai rien. Je vais aller voir dans la bibliothèque de mes garçons, parce que je vois pas trop ce que je peux faire d'autre. Sinon je triche, et là il y a « et ». Je peux tricher, j'ai le droit aussi. Hein. Et moi quand je me réincarne en slime. Non, avec « et », E-T. Le mot « et ». Donc on cherche dans la bibliothèque des garçons, voir s'ils ont une BD, mais il faut que ce soit une bande dessinée, Lucien. Ah, y a une... Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il y a les légendaires. Il n'y a pas de « et » dans les titres. Moi, je trouve ça quand même un peu embêtant. Justice et légumes frais. Justice et légumes frais. Ah, bravo, fais voir à quoi ça ressemble. Je sais pas si j'ai envie de lire ça. C'est ça. C'est imbattable. Et c'est bien? Oui. Ben voilà. En fait, regarde, le gars, il va des pages, ça veut dire. Ok, donc il y a celui-là. Celui-là, il me plaît bien. Et dans Picobog, il n'y en a pas un, là? La vie et moi, mais j'ai déjà lu. Mais la vie, oui. Il n'y en a pas un autre de Picobog? Attends. Attends, je vais voir une chose. Attends, Conte des Pushkin et des... Mais ça, c'est pas une bande dessinée.
Sinon, on peut aller voir dans la... Sœurs et frères. Mais c'est pas une bande dessinée non Si, c'est une plus. bande Bah non, dessinée, c'est un roman graphique, on appelle ça. Ok. Vue du soir. J'ai un gros chat. Et j'ai un petit chat mignon. Et j'ai un livre qui m'attend. Petit clin d'œil à The Riddler. Oui, oui, je vais commencer Vita Nostra. Et je te le promets. Mais là, j'ai pas de place pour dormir, quoi. Oh, c'est trop mignon, ce chatou. Ok, salut du mercredi matin. J'ai 2 livres que j'ai lus, dont je vais vous parler. Je vous en ai déjà un peu parlé. Hein. Donc on va commencer par le manga White Blood, qui est un manga coréen qui est adapté du webtoon du même nom, de Lim Lina, et qui est édité chez Siku, qui est une branche de Michel Lafon. Je savais pas. C'est un manga qui se lit dans le sens européen de lecture. Il est tout en couleur. Voilà. Alors, j'en ai parlé avec mes garçons. Moi, j'ai vraiment pas été emballée du tout par cette histoire. J'en attendais beaucoup parce que j'adore les histoires de vampires, que c'est vraiment une figure légendaire qui m'intrigue pour moi, pour lequel on peut vraiment faire des choses, parce que c'est des êtres cachés, souvent qui s'en veulent d'être comme ils sont, voilà, qui ont quand même beaucoup de traits humains, mais qui sont obligés de vivre dans des conditions particulières. Enfin, c'est vraiment une figure qui me plaît beaucoup et qui peut vraiment être porteur d'histoires superbes. Mais là, pour moi, ça va pas du tout assez loin. Bon, alors, je peux vous raconter l'histoire vite fait. On va suivre une jeune fille qui vit avec ses frères et sœurs. C'est pas des frères et sœurs, hein, c'est des personnes qu'elle a... On sait pas trop qui elles sont d'ailleurs. Il y a 2 jeunes filles avec plus jeunes qu'elle. Au départ, on pense que c'est une jeune fille normale. Elle vit... C'est un prêtre qui s'occupe d'elle, qui les défend hein, violemment. C'est un prêtre super beau, super costaud, qui se bat contre l'oppression. Et puis tout le monde sait qu'il y a des crimes qui se passent dans la ville, que ces crimes sont dus à des vampires. Et du coup, ils font la chasse aux vampires. Donc vraiment, les vampires sont... détestée, haïe et chassée. Et donc elle va cacher en fait son identité, elle va vivre un peu comme tous les humains, et elle va tomber sur différents personnages qui vont être sur son chemin, qui ne sont pas très intéressants, dont je me souviens plus vraiment. Il y a un flic, je crois, qui essaie de savoir si elle peut manger, parce qu'elle peut pas manger normalement, donc si la vue du sang ne l'attiserait pas ses envies de le mordre, tout ça. Donc en fait, c'est des histoires un petit peu comme ça. Mais je trouve que, en fait, j'avais l'impression de regarder un film animé avec des arrêts sur image. Je m'attendais à des dessins super beaux. Alors effectivement, il y en a qui sont plutôt pas mal. Mais sinon, je vais vous montrer un peu le genre de ce que j'aime pas trop. J'avais l'impression de regarder un animé, quoi. Et les personnages ne m'ont pas particulièrement touchée. Ce que j'aime pas trop, c'est, vous voyez, là, je sais pas, on voit quelque chose, et puis il y a une sorte de flou. Je sais pas pourquoi faire ça. Je comprends pas l'intérêt esthétique de la chose. Ça me rebute un peu. J'ai trouvé que, ouais, il y avait un problème de rythme entre les différentes images. On passe d'une image à une autre, alors il n'y a pas vraiment de structure logique, donc faut essayer de trouver, en fait, le sens de lecture correct. Ce qui m'a un peu énervée parfois. Et en plus, des fois, il y avait des cuts, en fait, de temps, ouais, je sais pas, le scénario, il était pas très bien construit, en fait. C'est ça que j'ai reproché. Et j'étais un peu perdue parfois. Et ça a fait perdre l'intérêt pour l'histoire, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était un faux rythme. Et du coup, je vais m'arrêter là avec cette histoire-là. Je vous conseille pas trop. J'ai un peu déçue. Alors, il est super bien noté, je crois, sur Livre Addict. Moi, j'ai pas trop aimé. Fils de l'eau de Gu Byung-mo, qui est un
auteur, une autrice, c'est une autrice, ouais, elle est là, qui est originaire de Corée du Sud et qui est un livre fantastique, un peu à la Murakami. On est dans un univers tout à fait réaliste avec de la magie qu'il faut cacher. On va suivre... alors au début, on suit une personne qui, par mégarde, tombe dans l'eau, dans une rivière, et qui pense mourir. Et puis finalement, elle est sauvée par un homme. Et elle le remercie. Et en fait, elle reprend ses esprits. Et en fait, elle voit l'homme partir dans l'eau. Et elle trouve ça étrange. Ça, c'est la première scène. On a une autre scène ensuite où on voit un homme assez âgé, on va dire mon âge, avec son fils qui est petit, et il tombe volontairement dans l'eau. Et après commence l'histoire du personnage principal qui, en fait, a la faculté de se déplacer dans l'eau. Je vais pas... Voilà, fils de l'eau, je vais pas vous en dire plus. Ça se passe en Corée, ça se passe dans un univers un peu sombre. Pour moi, c'était un peu genre une zone près d'une rivière interdite où il y a beaucoup justement de cadavres qui ressortent de cette rivière. On est dans un univers un peu glauque où les flics cherchent à savoir ce qui se passe un peu. Et donc le personnage principal est sans cesse en train d'essayer de se cacher. Il a été recueilli par un vieil homme et qui s'occupe déjà d'un autre enfant. Ils sont un peu bourrus tous les deux et ils vont prendre ce gamin qui sort de l'eau sous leur aile et ils vont bien vite comprendre qu'il va falloir qu'ils le cachent des autres pour pouvoir le sauver. Ils sont pas particulièrement sympathiques, les personnages sont pas particulièrement sympathiques. Il y a une ambiance étrange. Au début, je me suis dit, est-ce que ça va me plaire? Surtout que je sortais de Druide d'Oliver Perroux qui m'a tellement plu. Au début, je me suis dit, oh là là, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette structure de récit un peu bizarre? Et puis finalement, ça a pris, j'ai adhéré, parce que justement, la construction du récit est originale, que j'ai bien aimé ce parti pris de ne pas en faire quelque chose de trop sentimental. C'est assez froid comme description, mais ça fonctionne et on se pose des questions sur ce qui va se passer. Il y a quand même un côté un peu thriller, vous voyez, dans le récit. Et pas mal de fantastique. Et on parle beaucoup de relations parentales, de relations filiales, pas forcément, on va dire, naturelles, entre guillemets. C'est-à-dire que, est-ce que... par exemple, je sais pas, les relations entre les personnages sont dures, mais finalement, il y a quand même de l'amour dans un univers hostile. Et c'est ça que j'ai trouvé bien, parce que même dans le texte, qui est assez froid, on ressent en fait cette difficulté. Elle a bien réussi en fait à raconter ça. Et voilà, donc ça m'a bien plu, j'ai trouvé ça assez beau. Et j'ai beaucoup aimé la fin de l'histoire. J'ai trouvé que c'était poétique, avec un rythme très spécial, mais voilà, le côté fantastique est assez étonnant dans cette histoire-là. C'était vraiment, vraiment chouette. Ça m'a bien plu, je m'en souviendrai. Et voilà, donc j'ai allié le tour du monde et le mois de la fantaisie avec cette histoire. L'homme sirène m'a charmée, alors que c'était pas forcément joué d'avance. Je vous le conseille parce que franchement, en plus, il se lit assez vite. Il doit faire 250 pages, quelque chose comme ça. Non, même pas 200 pages. C'était vraiment, vraiment chouette. Donc je vous le conseille. Aujourd'hui, j'ai commencé Vita Nostra de Sergueï et Mariana Diatchenko. Mariana Diatchenko, je sais pas comment c'est son prénom à elle. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Donc je suis en train de le lire et ça me plaît. J'ai aussi commencé le manga taïwanais Sidic Bal, qui est un manga historique, et c'est vachement bien aussi. Donc voilà, j'ai 2 lectures en cours dont je vous parlerai un petit peu plus tard et qui m'éclatent, donc c'est très très bien. Je vous laisse là et je vous dis à plus tard.
Ok, hello. Alors, petit point lecture sur le carnet de lecture. Je voulais juste vous parler de ma lecture en cours qui est Vita Nostra de Marina et Sergei Diatchenko chez La Talente. Je viens de terminer avec mon café là, la première partie, donc je vais entamer la seconde partie. Je sais pas, je dirais que je suis presque à la moitié du livre. Et je voulais vous faire ma première impression sur ce carnet de lecture parce que je suis décontenancée. Je suis décontenancée par ce livre. Voilà, je pense que c'est pour ça qu'il est un coup de cœur pour beaucoup de personnes. C'est un livre... Alors, je comprends pas ce qui se passe. Je sais pas comment dire ça. Alors, je peux pas trop raconter l'histoire parce que même en tant que lecteur, on comprend pas trop ce qui se passe. On sait qu'on est dans un monde normal. On est non, on n'est pas à Torpa. Au départ, on est dans une ville où grandit Sacha, mais c'est pas vrai en plus. Ça commence avec le départ en vacances de Sacha et de sa maman qui vont dans une ville balnéaire. Et l'idée, c'est de se décontracter. La maman de Sacha vit seule avec sa fille, d'après ce qu'on comprend. Et donc, elles sont toutes les deux en vacances. Et au planning, c'est plage, baignade, plage, resto, cool. Sacha est une jeune fille qui a pas forcément beaucoup d'amis à l'école. Et qui est plutôt, on va dire, introvertie. Et elle va croiser sur sa route plusieurs fois un homme étrange qui semble être aussi en vacances dans la même station balnéaire qu'elle et qui la regarde bizarrement. Ça l'inquiète un peu, elle en parle à sa mère qui lui dit mais non, lui aussi en vacances, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, essaie de te décontracter, va te reposer, va te baigner, ça va te faire du bien. Voilà, elle va lui faire rencontrer, elle a rencontré la maman de Sacha, a rencontré un homme qui s'appelle Valentin, là, dans la station balnéaire. On sent qu'elle est attirée par cet homme, et donc elle le fait rencontrer à Sacha, tout ça. Elle n'est pas très contente, elle, que son duo avec sa maman soit brisé un peu, et que cet homme vienne s'insinuer dans leur vie. Elle se sent seule, et elle va croiser cet homme plusieurs fois, et elle va se sentir mal à l'aise dans sa présence. Et le jour où il va lui demander de faire quelque chose pour elle, quelque chose d'étrange, il va lui dire à 4h du matin, tu dois aller sur la plage, te déshabiller, te mettre complètement nue et aller jusqu'à la bouée, la toucher et revenir. Tu vas faire ça tous les jours jusqu'à ton départ, ton retour chez toi en fait après les vacances. Elle va trouver ça très étrange, mais il lui dit aussi que voilà, tu le fais parce que si tu le fais pas, il va falloir que tu en assumes les conséquences. Par la peur de cette demande et très intriguée, elle va faire ce que l'homme va dire. Et quand elle revient sur la plage, il se passe quelque chose d'étrange que je vous dis pas, parce que j'estime que l'idée c'est pas de voilà. Il se passe quelque chose d'étrange qu'elle ne comprend pas. Et puis petit à petit, elle va recroiser cet homme, elle va faire cette expérience ou pas faire cette expérience, vous le verrez, et il va se passer des choses, contre son gré en fait. Et donc Sacha va se retrouver dans une position très inconfortable. C'est une bonne... elle va rentrer ensuite chez elle, et c'est une bonne élève. Et elle a la possibilité vraiment de faire des études supérieures. Mais il va se passer des choses qui vont faire que son cursus va être complètement modifié. Et sa vision des choses a été fortement perturbée par cette rencontre avec cet homme. Et ce n'est pas terminé. Je ne vais pas vous en dire plus que ça. Sachez juste que là où vous avez, vous savez, le format classique de fantasy jeunesse, entre guillemets, où vous avez ce personnage principal qui se rend compte qu'il a des pouvoirs, qui se rend compte que
qu'il n'est pas comme les autres et qui va aller étudier dans une école de magie, où il va rencontrer des professeurs de magie, tout ça. Vous voyez, je parle un peu de plusieurs choses. Par exemple, là, je suis en train de lire Nevermore de Jessica Townsend à mes garçons. Et c'est un peu ça. En même temps, c'est intéressant dans Nevermore parce que c'est pareil, elle se rend pas compte de son pouvoir, elle sait pas quoi en faire. Alors là, dans ce livre-là, c'est pas du tout le même format, c'est pas la même histoire, mais il se passe des choses où tu te dis, c'est de l'horreur en fait, le livre. C'est quoi en fait le genre? Moi, quand je le lis, je me suis dit, mais attends, mais on comprend toujours pas, ce qui se passe. C'est assez terrible. En fait, c'est hyper angoissant ce qui se passe dans la vie de Sacha. C'est terrible. Et alors, ce qui est fort, quand même, c'est qu'ils arrivent, donc ce duo d'auteurs, ils sont quand même un peu perturbés, ces gens-là. Dis-moi. Ils arrivent à nous faire apprécier Sacha, alors que finalement, son personnage est assez transparent. Je sais pas comment dire, la façon dont elle vit les choses. Il y a une certaine... les choses glissent sur elle avec, voilà, en surface. Mais tu te dis, mais à un moment, toi et d'autres personnes, vous allez faire quelque chose pour essayer de comprendre. Ou, je sais pas, j'ai l'impression que les événements passent sur eux comme si, voilà, ils étaient vides. Et en plus, on va leur dire qu'ils sont vides, vous voyez. Donc c'est un peu très, très étrange. Très étrange. Je voulais juste faire ce point à ce moment-là parce que je ne suis pas à la fin du livre, je ne suis pas encore à la moitié. Je voulais faire ce point pour dire que il y a un moment, ma lecture m'a gênée. Ma lecture m'a gênée parce que je me suis dit, mais quel est l'intérêt en fait là, il faut qu'il se passe quelque chose. On est en fait, en tant que lecteur, alors c'est gênant et on est hyper tendu. Voilà, j'ai cette impression d'être hyper tendue. Pour le moment, je suis pas confortable dans ma lecture. C'est l'impression que j'ai. J'attends de voir la suite. Je suis pas confortable, mais j'ai envie de savoir, là. Je suis hyper intriguée. Donc, j'ai envie de savoir. On peut pas dire que j'y retourne avec plaisir, parce que je me sens hyper mal à l'aise, en fait, dans ce livre. Alors, on va voir comment ça va se passer par la suite. Comment les choses vont se passer pour Sacha et pour d'autres personnes du livre, parce qu'elle n'est pas toute seule là-dedans. Il y a pas mal de personnages en plus d'elle qui sont à révéler. Voilà. Et voilà, tout ce que je voulais vous dire. Pour le moment là-dessus, c'est très nébuleux, je suis désolée, mais en même temps, c'est un livre où je pense qu'il n'y a pas d'intérêt à en dire plus que ça si vous voulez rentrer dedans. Le scénario est vraiment étonnant. Donc peut-être que ça deviendra un coup de cœur en fait. Mais pour le moment, pour le moment, c'est pas un coup de cœur, bien que c'est bien écrit, hein, franchement, c'est hyper fluide. Mais pour le moment, je ne sais pas sur quel pied danser, je ne danse pas, je tremble. Voilà, donc pour le moment, ce que je pense de Vita Nostra, je vais le continuer. Alors, les petits post-it là, non, c'est pas des post-it, ce sont des marque-pages que je me suis mis à peu près tous les 50 pages, l'idée étant de le terminer sur le mois de mai. Mais en fait, si j'avance plus, si j'avance moins, si j'avance plus, c'est bien. Si j'avance moins, j'essaie de rattraper parce que j'aimerais vraiment le terminer sur le mois de mai, que je commence le mois de juin avec une autre lecture. C'est pour ça que je me suis mis des marque-pages. Hier, j'ai lu, par exemple, j'étais un peu à la bourre sur mes premiers jours de lecture. Et donc, dans le train, hier, j'ai lu, quoi. J'étais complètement immergée dedans. Je ne voyais plus rien autour. C'est intéressant parce qu'en plus, dedans aussi, il y a des passages dans le train. Il y a des déplacements. Donc, j'étais vraiment absorbée. En fait, quand tu rentres dedans, tu as du mal à le lâcher. Par contre, pour re-rentrer dedans, tu te dis, je sais pas si je vais être bien. Voilà, c'était mon petit récap qui m'a pris déjà 9 minutes, 10 minutes. Donc, on va passer à autre chose, mais je crois que je vais avoir des choses à dire sur ce livre. Peut-être avec ceux qui l'ont déjà lu. Voilà, tout ce que je voulais vous dire. J'ai lu des BD, mais je vous en parlerai un peu plus tard.
Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Oh non, je vais devoir me mettre comme ça pour lire. Non, Non, moi je suis obligée de me mettre comme ça pour lire parce que regarde. parce que ça te fait mal ça. Si on met comme ça. Alors, donc laquelle tu veux? Tu choisis? On a lu, je sais plus laquelle. Le chat et le renard, ça a l'air pas mal. Ah oui, ça. Tu te souviens? On a eu celle-là. Laquelle? Marco? Je sais plus. Merveilleuse histoire d'Ivan, fils d'un forgeron. Pourquoi tu veux pas qu'on lise le chat et le renard, page 23? Le poisson d'or, elle est trop belle, je me souviens. Non, moi je veux lire. Moi je veux lire ça. Le conte du tsarevitch Ivan, de l'oiseau de feu et du loup gris. C'est ça que tu veux? Hein? Ok. Ok. Il y a bien longtemps de cela, vivait en un certain royaume le tsar Vislav Andronovitch. Il avait 3 fils, Dmitri, Vassili et Ivan. Le tsar possédait un jardin très beau. Dans ce jardin croissaient des arbres. Bon, hello. On est mardi matin et je ne vous ai toujours pas présenté ce que j'ai lu et j'ai lu. J'ai lu tout ça. Et il y a toujours des insectes qui volent au-dessus du Velux. Alors, j'ai lu des suites de sagas. On va faire dans l'ordre, dans le genre. Ok. En BD française, une chouette découverte par le biais de mon fils Lucien, Imbattable, de Pascal Jousselin. Je l'ai pris parce qu'il y a « et », vous vous souvenez, dans le titre « Justice et légumes frais ». Alors, je ne vais pas rentrer trop dans plein de détails avec les graphiques. Je peux juste vous dire que cette BD, je m'attendais à tout sauf à ça. Donc en fait, c'est l'histoire, je vais vous montrer la première planche, c'est l'histoire de ce super-héros, donc Imbattable, le seul véritable super-héros de bande dessinée, voilà. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que les planches sont construites, souvent c'est une seule planche, et en fait elles sont construites, c'est-à-dire qu'il va sauver les situations, par exemple en sautant d'une case à l'autre, et donc changer en fait la situation et être un super-héros, parce qu'il peut se déplacer et naviguer dans les cases. Et fallait y penser. J'ai trouvé que c'était super intéressant. Il n'y a pas que ça, donc il y a lui. Il y a aussi, par exemple, un autre personnage, ce que j'appelle un bouliste, les joueurs de pétanque. C'est un nom, hein, je ne sais plus comment ça s'appelle. Qui fait mal aux autres avec les bulles de BD. Donc en fait, comme il n'est pas content, il n'a pas envie qu'on détruise son terrain de pétanque, il va parler. Et ça va en fait emboutir les autres, notamment le maire de la ville qui est assez insupportable et qui essaie de prendre d'ailleurs Imbattable sous sa coupe pour pouvoir en fait jouer de sa notoriété, mais il va avoir des difficultés. Donc ça parle un peu, c'est marrant, ça aborde un peu la politique. Alors c'est très léger, il y a beaucoup d'humour, mais j'ai trouvé que franchement c'était très chouette, ça m'a beaucoup plu. Vraiment, ça m'a beaucoup plu. Et je crois que pour le moment, il y a 3 tomes. Et je pense que je vais en prendre les 2 autres pour les mettre dans le calendrier l'avant de mon fils. Parce que c'était vachement bien. Ça m'a beaucoup plu. Je vous le recommande. Donc, c'est chez Dupuis. Et c'était vraiment bien. Ensuite, j'ai fini la saga La balade de Yaya. Avec ces 2 grosses intégrales. On avait déjà celle-là depuis un moment dans notre bibliothèque
chez mes enfants. Et je leur ai offert celle-ci pour pouvoir terminer dans le cadre de notre voyage autour du monde en Asie de l'Est. Mais en fait, c'est un peu une erreur de ma part parce que les différents auteurs ne sont pas de cette région. Donc c'est Aumont, Girard, Marty et Golo. On est aux éditions d'Argo également. Et ça se passe en Chine en 1937. On va suivre la petite Yaya et son compagnon Tuduo. Et Zhu, il y a un petit oiseau aussi pour lequel Yaya en fait comprend les paroles, mais il n'y a que Yaya qui comprend. Et je ne vais pas vous raconter trop l'histoire, mais je peux juste vous dire que l'histoire débute. Yaya est une petite fille qui vient d'une bonne famille, qui est très douée en piano et qui veut vraiment passer un concours de piano, alors que ses parents lui disent qu'il ne faut pas qu'elle se déplace, et elle va y aller malgré tout. Malheureusement, la ville va être bombardée et la famille en fait va être disloquée, la maison complètement vidée, et Yaya va perdre sa famille. Et elle va rencontrer ce petit garçon qui a à peu près son âge et qui va tenter de l'aider. Lui aussi, alors lui il a un petit frère qui est dans un, pas dans un orphelinat, un hospice, enfin vous voyez c'est des bonnes sœurs quoi, qui s'en occupent. Il va partir en fait avec Yaya pour essayer de traverser en fait la Chine et arriver à Hong Kong pour qu'elle retrouve sa famille, si je dis pas de bêtises. Hein. Et il va leur arriver plein d'aventures. Les dessins, je peux vous montrer un petit peu les dessins. Les dessins sont vraiment superbes. Il y a toute une charte graphique très douce, des traits de caractère très particuliers. C'est très mignon. Il y a beaucoup d'humour. Mais en même temps, les personnages sont très courageux parce qu'ils sont petits, hein, mais ils vont se battre dans un monde où la guerre est très présente, où il va y avoir beaucoup de personnages plutôt méchants qui vont essayer d'abuser d'eux. Pardon pour ce cadrage tout pourri, comme d'habitude. Et non, c'est vraiment tout pourri. Ça va mieux comme ça. Ouais. Et donc, c'était quand même... c'était sympa. Après, je trouve, j'ai quand même quelques réserves, dans le sens où c'est pas du tout plausible, vous voyez. Et donc on part dans quelque chose qui est vraiment très jeunesse et qui effectivement va beaucoup plaire aux enfants. Moi mes enfants adorent, même Joseph qui a 12 ans aime beaucoup, et Simon veut que je lui passe pour qu'il puisse le lire et il a 14 ans. Donc voilà, ça se lit vraiment tous les âges. Lucien l'adore aussi. Donc ça c'est plutôt chouette. Mais voilà, c'est très jeunesse, mais les personnages sont très sympathiques, les dessins très beaux. On apprend des choses un petit peu sur ce contexte historique, la violence des événements, mais pas plus que ça, vous voyez. Côté manga one-shot, j'ai lu celui-ci qui est un manga taïwanais, Sidic Bal, les guerriers de l'arc-en-ciel de Rolong Chiu. On est, je ne sais pas, édition Akata. Je l'ai eu, je sais même plus, Vinted, j'ai dû l'avoir sur Vinted, je l'ai trouvé sur Vinted parce que je l'ai acheté exprès pour cette escale en fait en Asie de l'Est, et pour pouvoir lire d'autres choses et notamment des mangas historiques. Et là j'étais en plein dedans, puisque on va suivre Voilà, on est à Taïwan en 1930, le peuple sidique est humilié et spolié en permanence par l'occupant japonais depuis plusieurs décennies. Ils disent que ça remonte à peu près à 1890, l'arrivée en fait des Japonais, et que c'est assez violent. Il y a beaucoup de peuples différents et le peuple sidique est très particulier, donc on va d'abord commencer à comprendre qui ils sont, leurs traditions, comment ça se passe dans les familles, leurs rites, leurs rituels, tout ça. Et on va comprendre comment les envahisseurs japonais ont mis à mal toutes ces traditions
ont transformé tous ces peuples à l'état d'esclaves, en fait. Et comment donc il y a une... Va-t'en, la grosse mouche, là. C'est dégueulasse, cette mouche-là, mais va-t'en. Va-t'en, voilà. Et donc, il va y avoir un soulèvement à un moment qui a vraiment eu lieu. Ils vont expliquer quelle source a eu, comment ça s'est mis en place, qui était impliqué et comment ça a eu lieu vraiment, l'impact que ça a eu. Il y a eu plusieurs journées en fait où vraiment les envahisseurs ont été mis à mal et ils n'ont pas su vraiment comment faire jusqu'à ce qu'effectivement, malgré tout, malgré la nécessité de ces peuples de vouloir vraiment se révolter, le nombre ne va pas permettre en fait quoi que ce soit, puis de toute façon ça se saurait. Le truc c'est que on en a peu parlé en fait, hein. Moi je connais pas du tout l'histoire de ce peuple. Ce qui est intéressant c'est il y a vraiment des cartes, il y a toute une préface aussi très... Voilà, la carte de la révolte, donc vraiment il y a des sources importantes. L'auteur est quelqu'un qui a vraiment pris le temps de se renseigner et les dessins sont vraiment beaux. Alors il y a parfois des planches juste avec des illustrations que j'ai trouvées vraiment très très belles et parfois beaucoup de texte. Je vais essayer de vous montrer. Parfois c'est vraiment du texte, vous voyez, c'est très narré. Il y a vraiment une écriture descriptive avec les traditions, les vêtements, les différents tatouages sur le visage. Voilà, on a plus parfois il n'y a pas de dialogue du tout. Et puis parfois il se passe des choses avec des dialogues. C'était vraiment très très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses et je vous le conseille parce que même si on ne sait rien, la façon dont c'est abordé nous fait comprendre beaucoup de choses et c'était vraiment très bien fait et passionnant, donc je vous le conseille. Alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais j'ai lu le dernier tome de Magus of the Library de Mitsu Izumi chez Kiyun et c'était vachement bien. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails, donc on est dans un univers de fantasy où différents peuples se croisent dans un lieu pour devenir des... je ne sais jamais, hein, Kauna, pour devenir des Kauna qui sont en fait les protecteurs des livres. Ils sont dans une grande bibliothèque et ils sont en formation. Donc on a plusieurs personnages très différents et pendant toute cette série, on va... là, surtout à partir du 3e tome, on est vraiment dans le passage dans l'apprentissage. D'abord, il passe un premier examen pour pouvoir ensuite être intégré pour devenir apprenti. Et ensuite, seuls certains vont devenir vraiment Kauna. Et donc, on suit notamment le personnage de Shio, qui n'est pas sur la couverture, là. Donc je vais vous le remontrer parce que il est trop mignon, Shio, et puis il a un grand mana. Donc il a vraiment un grand pouvoir, et puis il est particulièrement gentil. Il représente vraiment l'acceptation, la diversité, il représente beaucoup de choses très positives. Ce que j'aime beaucoup dans ce manga, c'est l'univers autour des livres, le fait que il faut en prendre soin, que chaque métier autour de cette pérennité en fait de l'écriture est importante et que chacun, malgré ses conditions sociales, malgré ses origines, en fait, a son rôle à jouer. Voilà, je sais pas comment dire. Mais voilà, c'est ça qui me plaît, c'est le fait qu'il y ait toute cette diversité et qu'on aborde en fait des sujets plutôt actuels dans un monde de fantasy. Alors je dis fantasy, mais c'est vraiment de la light fantasy parce qu'il n'y a pas de... Enfin, il y a quelques personnages un peu qui ont des pouvoirs. La magie est présente, mais pas tant que ça. C'est pas encore vraiment le cas. Mais voilà. Là, on parle aussi de religion. Enfin, à chaque fois, on aborde un peu des sujets différents de religion, de différentes classes sociales et justement du fait que certains élèves soient issus de classes sociales un peu plus hautes, mais finalement c'est pas forcément
celles qui sont le mieux logées, aussi du fait de se surpasser, de pas forcément se cloîtrer à ce qu'on attend de nous, mais d'essayer d'atteindre un objectif plus haut. Ça, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait dans ce tome-là. Voilà, donc je vous conseille la saga. C'est un manga assez long quand même, mais les dessins sont vraiment superbes. Alors hier, j'ai vu notamment une planche que j'ai trouvée assez incroyable. Je vais essayer de vous la montrer. Je vous montre quand même une planche. Je ne sais pas si vous voyez un peu tous les détails. On sent qu'il y a vraiment un amour du dessin dans ce manga, et pas que du dessin. L'histoire est vraiment bien construite, le contexte est vraiment bien mis en place, c'est très beau. C'est très beau, chaque page est vraiment un plaisir à découvrir, autant esthétique que dans l'histoire. Les personnages sont attachants, même s'ils sont nombreux. J'ai trouvé que dans ce tome-là, c'était moins difficile à assimiler tous les personnages. Et puis je me suis laissée aller en fait voilà, je me suis dit, bon vas-y, c'est pas grave si tu ne sais pas tout, si tu ne sais plus vraiment qui est qui. De toute façon, c'est un manga que je relirai. Mais voilà, c'est très beau. Tome 2 de la saga des affamés, sur lesquels je crois qu'il y a 3 tomes pour le moment. C'est de Kunitaro Tomoyasu et on est aux éditions Akata. Alors, c'est un manga qui se passe dans un monde un peu post-apocalyptique où les zombies en fait ont quasiment bouffé tous les hommes. On va suivre un zombie qui s'appelle comment ? Je ne sais plus, Wataru. Voilà. Donc Wataru, son objectif, c'est de se créer une sorte de ressources à profusion d'humains pour pouvoir se nourrir. Et il essaie en fait de faire accoupler un homme et une femme. Donc le personnage masculin qu'il a choisi, horrible. Vraiment, il ne représente pas de façon honorable la gente masculine. Même Wataru, qui est lui-même zombie, est plus sympathique que lui. Et il galère à trouver des femmes. Vous en voyez une sur la couverture. Ça va être l'histoire de cette jeune humaine et des relations avec Wataru. Alors Wataru, en fait, il est intéressant parce que c'est un zombie, c'est lui qui est là. C'est un zombie qui a quand même gardé des sentiments un peu humains, du moins une allure. Il fait pas tant peur que ça, je trouve, comparativement à d'autres qu'on peut apercevoir. Et il a une certaine intelligence et en soi, quelque part, en tant que lecteur, on a presque envie qu'il réussisse dans sa démarche. Ce qui est quand même complètement barré, on est d'accord. Je pense que, alors, il est extrêmement mal noté, mais peu noté sur Livre Addict. J'ai fait remonter sa note pour ce tome 2, parce que je crois que la note, elle était genre à 6, un truc comme ça. Moi, je lui ai mis 15, je crois, sur ce tome-là. Parce que malgré tout, je trouve que l'idée est intéressante. Et alors, ça parle quand même beaucoup de sexe, hein, donc c'est pas pour les enfants. Et puis c'est pour les personnes qui vraiment aiment bien les zombies. Si c'est pas le cas pour vous, passez votre chemin. Ben, moi, je trouve que c'est plutôt original. J'ai envie de savoir la suite. Je trouve qu'il y a des dessins qui sont plutôt jolis. Ah, mais tais-toi. Il y a des dessins qui sont pas mal faits. Voilà, après... bon, on est vraiment dans du manga assez basique, hein, mais la vision de la femme est plutôt chouette. Après, ça parle vraiment des dérives aussi humaines. En fait, on voit les effets pervers de ce qui se passe dans le monde à travers les humains. Et les zombies deviennent plus humains que les humains, vous voyez. Et je trouve que c'est intéressant, le concept il est intéressant. Après, je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde. Surtout qu'on y parle quand même, oui, ouvertement quand même de sexualité. Mais voilà, moi j'adhère. Je vais lire le 3e, je vais vous mettre la couverture parce que c'est important de voir cette tête, ce gars-là qui est sur la couverture, c'est l'homme qui est dans la réserve de Wataru. Donc c'est cet homme-là qui est complètement pervers, il est puceau. Et il n'a qu'une envie, c'est pouvoir sauter sur toutes les femmes qui passent. Sauf que dans ce 2e tome, ça évolue un petit peu, son personnage évolue. Et c'est pas mal. Voilà.
c'est pas mal. Donc j'attends de voir. J'ai envie de savoir en fait. Je suis complètement intriguée par ce truc-là. Bon, on parle de Vita Nostra. Je pense que c'est pour ça que je suis pas venue vous voir avant. Parce que je ne savais pas trop quoi vous en dire. Est-ce que je sais quoi vous en dire aujourd'hui? On va juste essayer de parler de ce que j'ai pu ressentir. Je pense que c'est bien ça que j'essaie de faire passer dans mes vidéos. Donc j'ai lu le premier tome, alors c'est pas vraiment un tome, le premier opus pas d'une saga, d'une collection qui s'appelle Les Métamorphoses de Marina et Sergei Diatchenko. Le second tome est sorti, mais je crois que Sergei Diatchenko malheureusement est décédé. Donc je ne sais pas si Marina Diatchenko va continuer. Parce que je crois que c'est quand même surtout lui qui écrivait, mais je dis peut-être des bêtises. Donc ils sont russes tous les deux et ils ont écrit cette saga dans l'objectif de parler des métamorphoses dans un sens un peu global, la métamorphose des humains, mais à travers des histoires ici, on va dire, du réalisme fantastique. Je dirais pas fantaisie, plutôt du fantastique, hein, on est vraiment quelque chose de fantastique. Mais le second tome n'est pas la suite de ce livre-là. Mais quel dommage, j'aurais bien voulu qu'il y ait une suite. Donc c'est autre chose, je sais plus quel est le titre, je crois que c'est numérique, le second. Je ne sais pas encore si je lirai la suite. Alors, j'avais très envie de lire ce livre. Je n'ai pas pu le lâcher, je l'ai lu, je dirais, en 5 jours, quelque chose comme ça. C'est un beau bébé qui fait plus de 500 pages. Qui a un rythme un peu particulier. Il a des paragraphes, pas des paragraphes, des sortes de chapitrages très courts. Et il est constitué en 3 volumes, en 3 années d'études pour Sacha. Je vous en ai déjà parlé un petit peu de l'histoire et je ne veux pas forcément vous en dire plus. J'ai été déstabilisée, mais je crois que tous les lecteurs de Vita Nostra ont été déstabilisés. J'ai jamais vu un univers comme ça. En fait, j'adore moi quand je suis complètement déstabilisée dans une lecture. Là, je veux pas dire que j'ai adoré en fait retourner dans Vita Nostra, mais j'avais besoin d'y retourner. Alors ça c'est quand même quelque chose d'assez étrange. J'étais complètement happée par l'histoire et je voulais savoir ce qui allait se passer. Donc je peux pas dire que j'ai été envoûtée par le personnage de Sacha. Elle m'a même énervée parfois. Je pense que c'est le rythme et le fait que l'histoire soit complètement nébuleuse qui m'a vraiment en fait happée. J'avais envie de savoir jusqu'où ça irait et surtout ce qu'il en était, parce que on est dans un univers où les personnages sont vraiment comment on dit, malmenés. Voilà, les personnages sont malmenés et nous en tant que lecteurs aussi. Et il y a un peu genre je lis pour me faire mal. Je lis, mais est-ce que ce que je vais comprendre à la fin ne va pas complètement me faire changer la vision des choses? Donc en fait, il a cette portée, ce livre-là, je trouve, surtout qu'il parle quand même de mots, des verbes, enfin voilà, de la construction des mots, enfin de la construction des concepts avec la langue. C'est très intéressant d'un point de vue concept voilà, littéraire. Et en fait, pour nous expliquer que justement il y a une sorte de limite à l'expression orale et écrite, là où le concept en fait va au-delà. Et ça, j'ai trouvé ça quand même très intéressant. En revanche, j'ai trouvé il y a quelque chose qui m'a gênée vraiment, mais vous allez me dire que je suis un peu folle, mais ça m'a gênée à un moment. Je me suis dit, en fait, ce qu'on est en train de lire, on nous fait accepter, alors les personnages comme le lecteur, on nous fait accepter un apprentissage où les élèves sont extrêmement malmenés, voire tyrannisés, et où ils ne se révoltent pas. Et j'ai pas... Pendant un moment, je me suis dit, mais
est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce que... Voilà. Et en fait, moi j'espère que si je spoil trop, je vous mettrai peut-être un truc avant, je dirais attention spoil, mais enfin il est important d'en parler selon moi, parce qu'en fait moi c'est ça qui m'a gênée, c'est-à-dire qu'à un moment je trouve que ça va trop loin en fait. Ça va trop loin, attention, danger. Qu'est-ce qu'on fait des étudiants? Est-ce que justement les apprentissages qu'on donne aux étudiants sont quelque chose qui les déconstruit? Ça m'a posé problème, parce que c'est vraiment ça, hein, les métamorphoses, c'est-à-dire qu'on va te déconstruire quasiment en t'anéantissant pour pouvoir ensuite te remodeler. C'est un peu signe de tyrannie, ça, vous trouvez pas? Parce que moi, je vois pas les apprentissages comme quelque chose qui déconstruit pour reconstruire. Je vois quelque chose qui évolue toujours vers le positif, mais c'est mon côté peut-être bisounours. Et ça m'a posé problème. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand même les personnages, notamment qu'on suit, ont quand même des idées où justement ils disent bah, attends, mais c'est grave hein, ce qui se passe. Mais j'étais un petit peu mitigée sur le message en fait de ce livre. Alors peut-être que je lirai la suite pour essayer de comprendre si ça va plus loin. J'ai peut-être pas tout compris. En fait, il y a des moments où je me suis dit est-ce que je comprends tout? Est-ce que c'est quand même un peu barré? Voilà. Il y a le côté aussi destin, entre guillemets, moi, qui me pose problème. Ça me pose problème. Quelqu'un qui est destiné à devenir quelque chose. C'est pas du tout mon credo de vie. Donc voilà, tout ça fait que il y a des choses qui m'ont posé problème. Mais vous voyez, encore aujourd'hui, ce livre reste dans ma tête et me fait poser des questions. Donc en soi, c'est quelque chose qui m'a plu en même temps parce que à partir du moment où ça me fait réfléchir, avancer, même où ça me révolte, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Mais attention quand même, voilà, j'avais peur de cautionner, en le lisant, de cautionner un message qui me plaisait pas plus que ça, vous voyez. Alors, voilà, si vous l'avez lu, dites-moi si vous avez ressenti ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une lecture complètement addictive. Voilà. J'ai pas été complètement subjuguée par la plume, mais c'est complètement addictif. C'est un page-turner, et quelque chose de vraiment très très original. Voilà, donc ça c'est vrai. Je lui ai mis 16 sur 20. Pour moi, quand c'est un coup de cœur, c'est à partir de 17. Donc ce n'est pas un coup de cœur. Désolée, The Riddler. Mais j'ai quand même bien aimé et je prendrai plaisir à en parler et à le faire découvrir à certaines personnes pour pouvoir en parler avec elles, vous voyez. Parce que voilà, c'est intéressant d'avoir l'avis sur ce livre qui est quand même un ovni. Hein, c'est un ovni ce livre. Et après ça, je suis allée voir d'ailleurs des vidéos de personnes que je suis qui ont parlé de ce livre. J'ai regardé, si je ne dis pas de bêtises, Le Faucon littéraire, qui a fait une très bonne analyse de ce livre, j'ai trouvé très très intéressante. Elle, c'est vraiment un coup de cœur, vraiment pour elle. Et c'est très intéressant tout ce qu'elle dit. Je vous mettrai les liens en dessous vers les vidéos que j'ai vues. J'ai aussi vu la vidéo, alors le début de la vidéo de Cornelius, parce que moi j'avais vraiment pas le même avis que lui au départ, et du coup j'ai vite lâché, mais je vous la mettrai quand même en barre d'infos si ça vous intéresse. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est tout, voilà ce que je voulais vous dire. Mais en tout cas, je dirais peut-être numérique parce que je suis intriguée du coup. Et normalement ils ont prévu 3, mais je sais pas si le 3e a été écrit pendant la vie de Sergei Djatchenko. C'est édité chez... Pardon, c'est édité chez La Talente, très très belle couverture, n'est-ce pas? Et alors, cette image-là représente quand même beaucoup de choses du livre. Je trouve que cette photo est très bien trouvée. Voilà. Voilà pour le point lecture. Alors, on est le 30. J'ai 2 livres en cours. J'ai La femme du boucher de Li Hang, que je vais essayer de finir aujourd'hui. Et j'ai Tempête rouge, qui est un livre écrit par un Tibétain, si je dis pas de bêtises. Oh, je me souviens plus, Tserung Dondrup, quelque chose comme ça, que j'aimerais pouvoir essayer de terminer demain. En tout cas, je le terminerai et ça va clore ce carnet de lecture quand j'aurai terminé ces 2 livres, qui sont quand même pas trop mal avancés.
Voilà, je lirai peut-être encore un ou deux graphiques. J'ai lu énormément de graphiques, là, c'est un truc de fou. Donc je vais vous laisser là, je retourne à mon travail parce qu'il faut que je bosse. Et puis on se retrouve un petit peu plus tard. Et l'eau de la voiture, j'aime pas trop ce plan mais c'est pas grave. On est le 31 mai, aujourd'hui c'est mercredi, c'est une journée marathon parce que entre les rendez-vous chez le médecin, les premiers examens de juin des enfants sur leurs activités, les réinscriptions et tout ça est la vie de maman. Et en plus j'ai un rhume des foins assez carabiné, j'arrête pas d'éternuer. Mais c'est mon anniversaire. Donc là je viens de déposer un de mes fils et normalement mes deux fils rentrent ensemble dans 1 heure. Donc j'ai un petit créneau et j'ai décidé d'aller me faire plaisir en allant, enfin me faire plaisir. Je vais chez Gilbert Joseph parce que j'ai envie de me faire plaisir, c'est mon anniversaire. Et voilà, si je trouve quelque chose qui me tente, je me l'offre. Parce que on n'est jamais mieux servi que par soi-même, voilà. Et que j'ai besoin de prendre du temps un tout petit peu pour moi parce que c'est des journées qui sont vraiment épuisantes. Certes, je ne travaille pas le mercredi, mais je vous assure que toutes les mamans qui travaillent de la maison, respect sur vous, c'est très fatigant. Voilà. Il fait très chaud, mais comme je suis un peu patraque, du coup c'est pas évident pour moi de savoir comment m'habiller, donc j'ai quand même un pull, mais j'avoue que j'ai un petit peu chaud. Voilà. Mais là, donc je vais aller à Versailles, donc c'est le Gilbert de Versailles, et je vais me poser et on va passer. Je me prends une petite heure, parce qu'après à 17h c'est reparti, c'est orthodontiste, spectacle de guitare, enfin entraînement de guitare. Et après, en plus je me prépare une tarte aux fraises pour mon anniversaire. Je vous mettrai peut-être des petits inserts de vidéos. Sinon côté lecture, hier j'ai fini La femme du boucher de Li Hang. Si la qualité de son est nulle, j'arrêterai, mais j'ai bien aimé, hein. Franchement j'ai mis 16/20 sur Livre Addict. C'est un roman taïwanais qui est sorti dans les années 80 et qui a fait grand bruit parce que c'est l'histoire d'une femme qui va dénoncer les violences physiques et sexuelles de son mari et qui va aller jusqu'à le tuer en fait. Son mari est boucher, il égorge avec grand plaisir des cochons, il est connu pour ça et en fait il va se marier avec cette jeune femme qui n'est pas très belle, qui voilà, c'est un peu genre la dernière possibilité pour lui et elle va se retrouver en fait, elle est très réservée, elle a peur de lui énormément parce qu'en fait il la violente sexuellement mais très c'est horrible. Les scènes sont décrites de façon très crue de viol, donc âme sensible s'abstenir. Et en fait elle va, en fait je ne vous révèle rien quand je dis elle va le tuer parce qu'en fait c'est inspiré d'un fait réel divers qui est en fait en ouverture de l'histoire. Donc tout de suite on sait ce qui va se passer et en fait le récit nous l'explique pourquoi, comment, du point de vue de cette femme qui est opprimée. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement violent. Alors pas que la violence de son mari, mais également la violence de tous ces codes sociaux. C'est-à-dire que dans ces cultures, la femme mariée n'a pas son mot à dire et elle doit se laisser faire d'un point de vue sexuel par son mari et être totalement docile. Elle doit être là juste pour laver son linge, lui préparer à manger et assouvir ses besoins. Et en fait, ce texte a été une grosse claque, surtout qu'en plus il a été écrit par une femme. Merci. Et voilà, donc il a eu plusieurs prix ce texte-là et je comprends. Et elle a écrit d'autres choses. Elle a écrit d'autres choses qui sont un peu moins bien notées sur Livre Addict, mais j'avoue que si je trouve un autre livre d'elle, j'irai le lire parce que c'est courageux et c'est pas mal écrit. Le texte est assez court, mais je vous invite à le découvrir. Voilà. Bon, sur ce, sinon là, j'essaie de finir aujourd'hui Tempête Rouge de Tsering Dongdrup, qui est en fait
aussi une dénonciation j'arrive pas à parler, du communisme chinois qui en fait a rendu esclaves tous les Tibétains, et notamment beaucoup de lamas, de moines tibétains. Et là en fait c'est la dénonciation de ce régime communiste au Tibet à travers le portrait de quelques hommes qui sont emmenés de lieu en lieu et qui sont dans des conditions terribles de vie. Voilà. C'est assez terrible. En revanche, j'ai beaucoup plus de mal à le lire parce que le texte est très lourd, il n'y a pas de respiration et je décroche parfois. Mais j'aimerais vraiment le terminer aujourd'hui. C'est pas une lecture forcément très agréable, mais elle a l'intelligence d'exister aussi, vous voyez. Donc je lis avec intérêt. Mais ce n'est pas forcément une lecture évidente. Voilà. Et quand je le lis, je pense toujours à Sylvette, ma Sylvette, Silou M, avec qui je l'ai acheté l'année dernière quand on s'est fait notre petite balade dans les librairies parisiennes. Et je croise les doigts pour un jour pouvoir à nouveau faire ça avec elle, avoir un peu plus de temps pour moi pour faire ça. Aujourd'hui j'y vais toute seule, mais un peu genre sans me l'avoir vraiment préparé. Et voilà, donc je vous emmène avec moi et peut-être que je vous dirai tout à l'heure si j'ai fini mon livre demain. Ce que j'ai trouvé, tout ça. Allez, je vous laisse là. Je vous montre rapidement ce que j'ai trouvé chez Gibert. Donc j'ai trouvé les 2 derniers tomes de Poids des secrets, cette pentalogie de Aki Shimazaki chez Babel. Les livres sont très beaux. Donc comme ça je vais les enchaîner je pense à un moment. Je me suis offert parce que j'avais trop envie de m'acheter un Junji Ito, Soichi chez Mangetsu, qui est en très bon état. Il n'était pas énormément en promo, mais voilà, j'ai très hâte de pouvoir le lire, mais je vais peut-être me le garder pour cet automne. Je vais voir. Et puis je me suis offert une BD, Sous les galets la plage de Pascal Rabaté chez Rue de Sèvres, qui était, c'était une bonne occasion. Donc je me suis dit que ce serait pas mal. Les dessins sont vraiment très beaux. Et je suis curieuse, et puis je me suis dit qu'avec ce titre ça faisait vraiment été, donc j'étais contente. Et puis je filme ça en fait, on est le 1er juin, et hier soir une personne qui est vraiment gentille et qui m'offre souvent des livres, Anne-Marie, je t'embrasse, je t'ai envoyé un petit mail pour te remercier, mais voilà, elle m'a offert une nouvelle de Alessandro Barreto, Novecento, pianiste, que j'ai très hâte de découvrir, mais qui est vraiment très courte. Et j'adore, donc je suis trop contente, merci, tu pouvais pas mieux tomber parce que voilà, je l'aurais pas acheté et ce sera parfait soit pour un 7 jours 7 livres, soit ce mois-ci, puisque Alessandro Barreto est italien et voilà. Donc je suis très contente, très émue par ce cadeau inattendu, merci encore Anne-Marie. Voilà, je vais retourner la caméra. Donc je vous prends, en fait, je vais aller me laver, donc je viens de finir ma séance de teinture. C'est pas tout à fait fini, mais j'ai nettoyé par terre et ça sèche, donc je fais une petite pause. Je voulais profiter de ce petit moment pour vous parler en fait de ma lecture que j'ai terminée hier. Voilà, celle-ci, je suis désolée pour mes boutons, c'est vraiment la catastrophe en ce moment. Donc j'ai lu Tempête rouge de Tsering Dondrup, qui est tibétain et qui a fait grand bruit quand il a sorti son livre. Voilà, Tsering Dondrup est un écrivain de premier plan au Tibet. Il a cofondé la première revue littéraire indépendante du Tibet dans les années 80 et a à ce jour 5 romans et des dizaines de nouvelles à son actif.
Tempête Rouge se base sur des faits réels, témoignages et histoires familiales recueillis par l'auteur, ainsi que des informations confidentielles issues du service des archives dont il était directeur en Amdo. Donc, je vous en ai déjà un petit peu parlé. On parle en fait de pasteurs nomades, alors pasteurs nomades entre guillemets, qui sont en fait arrachés de leur lieu par les forces chinoises communistes qui vont complètement les décimer en fait. Hein. Ils vont tous mourir quasiment les uns après les autres. Et on va suivre plusieurs personnages, notamment un qui a un nom assez particulier, Yak Sauvage Rinpoche et Tseta. Yak Sauvage Rinpoche, c'est un lama, c'est un grand personnage, c'est lui qui ouvre le livre. Attendez, hop, c'est les premières pages, c'est pour parler de lui en fait. Il est très respecté. Voilà, il est très respecté dans son monastère et il est souvent appelé auprès des familles pour faire ses rituels, et notamment dans la famille de Tseta qui va recroiser malheureusement après. Et donc quand il va partir, c'est assez terrible parce qu'en fait ce livre, il y a beaucoup d'informations historiques, il y a beaucoup d'oppression et de scènes très difficiles, de violence, Les hommes sont laissés dans des conditions terribles, sans respiration, sans nourriture, sans rien. Donc c'est pas facile à lire. Faut avoir le cœur bien accroché. Et en même temps, il y a un petit peu d'humour parce que dans des situations terribles comme ça, même les plus religieux, les plus bien-pensants des hommes se retrouvent à devoir en fait jouer un double rôle. Et notamment Yak Sauvage, comment il s'appelle? J'arrive pas à me souvenir de son nom, il a un nom aussi. Yak Sauvage Rinpoche va en fait essayer de baisser sa peine de prison en vendant les secrets des autres. Donc il va devenir l'inverse de ce qu'il était au départ, c'est-à-dire que plus personne ne peut lui faire confiance. Et voilà, donc on suit plusieurs personnages. C'était pas forcément une lecture évidente, mais en même temps c'est intéressant de comprendre ce qui s'est passé à cette époque-là. Donc dans les années 50, 1950, fin 1950 et puis jusqu'à 1958. Donc c'était intéressant. En revanche, le texte est extrêmement lourd, il n'y a pas beaucoup de respiration, peu de dialogue et beaucoup... C'est pas difficile à lire, mais il n'y a pas beaucoup de respiration, et moi c'est ce que j'ai reproché en fait au livre, parce que parfois j'étais dedans et parfois j'étais pas dedans, et à la fin, notamment hier soir j'étais crevée, à la fin j'en avais ras le bol en fait, vous voyez, donc je l'ai fini, voilà, je l'ai fini parce qu'il fallait le terminer, mais j'étais pas vraiment dedans. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. J'ai lu quand même pas mal de choses au mois de mai, je vais bientôt préparer ma vidéo récap. Je me suis fait plaisir hier pour mon anniversaire, c'était cool, et maintenant il faut que j'aille prendre ma douche parce que j'ai vraiment une sale tête. C'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, si c'est le cas, le petit pouce en l'air pour si vous voulez aider ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner aussi, parce que le nombre d'abonnements aussi fait remonter les vidéos dans les fils de propositions en fait de vidéos liées. Et si vous voulez partager, n'hésitez pas non plus, et me dire ce que vous êtes en train de lire, ce que vous avez lu dernièrement, ça me fera plaisir, parce que j'adore découvrir par votre biais de nouveaux livres. J'adore quand vous me dites « Oh là là, ça devrait te plaire, vas-y, va voir » et tout, et j'adore ça. Ça agrandit ma wishlist, je vous remercie pas, mais, mais c'est sympa, j'aime beaucoup. Bon, avec cette tête fatiguée, je pense qu'une bonne douche va me faire du bien. En plus, j'ai le rhume des foins, je vous l'ai déjà dit hier. Ça va un petit peu mieux quand même qu'hier, parce qu'hier c'était assez terrible. J'ai deux chats qui sont vraiment, voilà. Eux, ils sont fatigués mais ils dorment. Moi je suis fatiguée mais j'ai 50 000 trucs à faire. C'est ça la différence entre être un chat et être un être humain. Voilà, donc je vous laisse là, j'ouvre très vite mon prochain carnet de lecture, et j'ai hâte de partager avec vous mes lectures de juin. Je vous fais des gros bisous. Allez, bye bye!